Salut Booktube! Ça y est, le mois d'août est fini, les vacances d'été pour beaucoup sont finies. Personnellement, j'ai pas encore eu de vacances donc ça ne me gêne pas particulièrement. Et on espère que sur septembre il fera un petit peu moins chaud, mais du coup, qui dit la fin d'un nouveau mois dit nouvelle update lecture, et donc c'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je pense qu'à l'avenir je vais découper en deux parties avec d'un côté les romans, donc c'est ce que vous voyez dans cette vidéo, et de l'autre qui viendra un petit peu après, ce sera tout ce qui est illustré. Parce que comme j'ai lu pas mal de trucs ce mois-ci, j'aime pas les vidéos trop longues et donc je voulais séparer un petit peu les deux. J'ai vraiment fait de très bonnes lectures ce mois-ci avec des choses aussi bien que ce à quoi je m'attendais, quelques petites déceptions également, mais globalement c'était plutôt du très très bon et donc ça me renforce dans la fin de cette panne de lecture que j'ai réussi à franchir. On peut m'applaudir je pense. Mais bon, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter parce que j'ai lu 6 livres ce mois-ci, donc je trouve que c'est pas mal, surtout que certains étaient assez gros. Donc je trouve ça plutôt pas mal et donc on va commencer tout de suite. En premier, et je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, il s'agit de The Poppy War et j'ai également lu le tome 2 de Dragon Republic, donc de R.F. Kuang, qui sont les deux premiers tomes de la trilogie The Poppy War, pour laquelle j'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, en tout cas sur le tome 1, que je vous mets juste là et en description également. Je vous en reparle rapidement quand même parce qu'on est quand même dans un update lecture, donc je vous parle de toutes mes lectures. Il faut savoir du coup déjà que le tome 1 a été traduit aux éditions Actes Sud sous le nom de La Guerre du Pavot par Yannis Urano. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller acheter le tome 1 en librairie. On n'a pas encore de nouvelles sur la traduction de la suite de la saga, donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la traduction de la suite. Pour un bref résumé, on va suivre le personnage de Rin qui est une orpheline dans un petit village et qui veut s'émanciper un petit peu de sa condition précaire, et pour ça elle va faire un concours pour rentrer dans une des plus prestigieuses écoles du royaume et ainsi apprendre tout ce qu'il faut pour être une grande générale, donc les arts de la guerre, la stratégie, comment combattre, etc. Et en parallèle de ça, il va y avoir des tensions qui vont monter entre les deux royaumes les plus proches, et notamment un royaume avec lequel il y a déjà eu plusieurs guerres. Et donc évidemment, on s'en doute avec le titre, ça va déboucher sur une guerre assez terrible entre ces deux royaumes. Et donc c'est vraiment ce qu'on va suivre au fil des tomes, au fil de la trilogie, c'est cette guerre et tous les rebondissements qu'il va y avoir pour avancer dans le conflit militaire et politique également, avec pas mal de retournements de situation et tout ça. En parallèle de ça, il y a vraiment un côté plus mythologique qui est très centré sur la mythologie chinoise, avec une inspiration chinoise car R.F. Kuang est d'origine chinoise elle-même. On va vraiment parler de tous ces dieux asiatiques qu'on connaît très mal en Occident, et je trouve ça très original et très nouveau d'avoir ce genre de panthéon de dieux et qui change un petit peu de tout ce qui peut être mythologie plus gréco-romaine, etc. J'ai trouvé les deux premiers tomes vraiment incroyables, et surtout pour une chose, c'est que c'est une des façons les plus réalistes et les plus horribles, je pense, de représenter la guerre, que ce soit dans la violence physique, que ce soit dans l'horreur des décisions politiques également. On voit vraiment que les gens sont prêts à tout pour remporter cette guerre, pour gagner contre l'ennemi, peu importe les dommages collatéraux, peu importe les victimes civiles. Vraiment, les gens sont prêts à tout, et on voit un petit peu les stratégies et tout ce qui est mis en place par les hauts placés, les politiques et même parfois par les généraux et les soldats pour gagner cette guerre. Et on voit vraiment tout l'enjeu et toute la difficulté de combattre dans une telle guerre, où on va affamer un tel pays, où on va priver un tel de sa ressource d'eau, où on va vouloir empoisonner les soldats. C'est vraiment toutes les choses les plus horribles. Et on voit que la guerre, c'est pas du tout être juste, c'est pas être honnête, c'est vraiment être prêt à tout, et il n'y a rien qui soit trop petit pour la guerre, quoi. Il n'y a rien qui soit trop petit. Si ça veut dire qu'on gagne, on peut faire la pire crasse du monde et le pire truc au monde, c'est ok. Et ça, je trouvais ça bien parce qu'on voit la réalité du truc et on voit à quel point c'est horrible. Évidemment, c'est jamais toléré par l'auteur, tout ça, parce qu'on voit justement à quel point c'est horrible. Et comme je l'ai dit dans la vidéo dédiée au tome 1, il y a notamment certaines scènes qui sont très difficiles, donc
Je vous recommande de faire attention, il y a beaucoup de scènes gore, de scènes de viol, de mutilation et une mention particulière pour tout ce qui est addiction et consommation de drogue. Donc faites attention si c'est quelque chose qui vous touche ou qui vous choque. Peut-être passer votre chemin, ce sera préférable. Mais du coup, comme je le disais, il y a énormément de violence et de gore. Et notamment dans le tome 1 qui est une référence à la deuxième guerre sino-japonaise qui a eu lieu à la fin de la deuxième guerre mondiale avec tout un passage grandement inspiré d'un épisode très marquant de l'histoire chinoise qui est le massacre de Nanjing, qui est quelque chose dont je n'avais absolument pas entendu parler avant alors que c'est un moment où les Japonais ont massacré, torturé, violé, mutilé des dizaines et des dizaines de milliers de Chinois, bien après avoir pris la capitale de la Chine à l'époque qui était Nanjing. Donc voilà, c'est un contexte un petit peu sympathique, vous avez un petit peu l'idée de ce livre, mais si le gore, si les choses un petit peu horribles ne vous dérangent pas, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. La fin des livres me retourne à chaque fois, je pense que ce mois-ci, enfin ça fait pas de doute, ce mois-ci je lirai le tome 3 parce que la fin du tome 2, je crois que j'ai hurlé tellement c'était un retournement de situation incroyable. Donc voilà, c'est très très bien fait. J'adore aussi les personnages. J'ai vu que certaines critiques qui disaient que Rin était un personnage donc assez jeune, fin de l'adolescence, et du coup que ça pouvait être du young adulte. Et en effet, elle tombe dans certains écueils qu'on peut avoir dans du young adulte, mais ce que j'aime particulièrement, c'est que tout le monde lui dit... En fait, tous les problèmes qu'on voit avec les personnages de young adulte, genre elle est pas responsable, elle pense pas aux conséquences de ses actes, et là dans ce roman là il y a toujours quelqu'un qui va lui dire bon arrête tes conneries et tu fais comme ça et là tu réfléchis pas ou là tu t'appesantis sur ton sort. Et ça je trouve ça hyper cool parce que souvent les protagonistes ça nous saoule et personne leur dit rien alors qu'en vrai on leur dirait quelque chose. Si vous voulez connaître un petit peu plus de détails sur mon avis sur le tome 1, du coup je vous encourage à voir la vidéo dédiée. J'ai peut-être un petit peu moins aimé le tome 2 parce que j'ai trouvé que le rythme y était un petit peu bizarre, il fait partie de ces écueils un petit peu des tomes 2 dans la fantasy où il y a pas mal d'enchaînements de situations, mais voilà, le rythme était un peu bizarre, j'ai trouvé, on savait pas trop où on allait au fil du temps, la fin est très bien, mais voilà, j'ai trouvé la gestion du rythme un petit peu bizarre, je saurais pas exactement dire pourquoi. Mais dans le tome 2, un truc que j'ai adoré, c'est que certaines choses très problématiques du tome 1 était vraiment dénoncé. C'était pas problématique dans le sens où c'est quelque chose qui était valorisé par l'autrice, pas du tout, mais c'était plus dans le sens où c'était pas adressé justement. On n'en parlait pas jusqu'au tome 2 et au tome 2 là tout le monde dit ok ça c'était pas bien et ça j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Donc voilà, de façon globale, à tous les deux je leur ai mis 4,5 sur 5, je pense 4 sur 5 pour le tome 2, 5 sur 5 comme vous le savez pour le tome 1, mes avis plus détaillés dans la vidéo dédiée. Et l'anglais est assez difficile donc je lui mettrai la note de 4 sur 5. Ensuite j'ai lu A Psalm for the Wild Built de Becky Chambers qui sera traduit chez la maison d'édition La Talente sous le nom de Un psaume pour les recyclés sauvages et traduit par Marie Surgé et ça sort le 15 septembre et à cette occasion comme j'adore Becky Chambers, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale Becky Chambers justement pour l'occasion de cette sortie parce que si vous ne la connaissez pas c'est vraiment l'occasion de la découvrir et vraiment vous ne serez pas déçus que vous aimiez ou pas le genre dans lequel elle écrit. Franchement lisez Becky Chambers, c'est absolument incroyable. Donc on est dans une société où il y a plusieurs dizaines d'années les robots qu'utilisaient les humains se sont d'un coup mis à avoir une conscience, on ne sait pas vraiment pourquoi, et les humains pour une fois qui n'ont pas été trop se sont dit que ce serait bien de leur demander ce qu'ils souhaitaient et les robots ont dit qu'ils souhaitaient vivre sans les humains et donc les humains ont décidé de séparer complètement leur univers de celui des robots, donc ils se sont retranchés d'une partie du monde et ont habité les 50% je crois restants en se promettant de ne pas aller contaminer entre guillemets le reste du monde. Comme le dit très bien le personnage principal, 50% pour une seule et même espèce, ça reste quand même énorme et assez ridicule, mais ce serait beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement honnêtement. Mais bref, je divague et du coup, dans cette histoire, on va suivre Dex qui est membre du clergé et qui un jour va rencontrer pour la première fois, donc depuis des dizaines d'années, un robot. Et donc c'est le premier contact entre les robots et les humains depuis plusieurs dizaines d'années. On va voir un petit peu
comment cette rencontre va se passer et comment ça va faire évoluer le personnage de Dex. Becky Chambers, donc, elle écrit de la science-fiction et là c'est de la dystopie dans le genre solarpunk. Donc le solarpunk, j'étais pas du tout familière avec ce style avant de lire ce livre et c'est un dérivé optimiste du cyberpunk. En fait, c'est vraiment du post-apocalyptique mais avec une vision optimiste sur l'écologie notamment. Et là, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce livre. Je trouve que la dimension écologique est très bien amenée. C'est pas du tout fait avec des gros sabots, c'est très subtil. On voit tout un respect de la nature et on montre un petit peu que c'est possible de vivre en harmonie avec la nature tout en ayant un niveau de vie très correct. Et du coup, on voit tout ce qui est fait, c'est-à-dire que tout est avec des panneaux solaires, tout fonctionne à l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, tout provient du bois recyclé, ils vont prendre d'anciennes installations humaines. C'est vraiment un thème qui est omniprésent sur tout l'ensemble du roman parce qu'on voit que c'est omniprésent dans la vie des personnages et on sent que c'est quelque chose qui est important dans leur monde en fait, que le respect de la nature, ne pas prendre plus que ce dont ils ont besoin. On sent que c'est vraiment important et il y a une sorte de retour aux sources et de diminution de moins vouloir qui est assez importante. Et pour un livre qui traite beaucoup d'écologie, il y a vraiment cette dimension très optimiste et de montrer que c'est possible et on peut vivre bien et ça devrait pas tant nous faire peur que ça. Et ça, je trouvais que c'était cool, surtout qu'on a souvent des choses assez pessimistes. Je sais pas si vous vous renseignez un petit peu sur l'écologie, mais moi oui. Et c'est pas très optimiste souvent, donc on est un petit peu blasé et avoir ce genre de roman de temps en temps, ça fait du bien. Et donc justement, tous les romans de Becky Chambers, c'est celui-là en particulier, je pense que c'est celui où je l'ai le plus ressenti, c'est vraiment la positivité avant tout, c'est vraiment de voir le beau, voir ce qui est bien partout. Même dans les choses les plus simples, et il y a certaines phrases où je me rappelle, j'ai souri parce que c'était tellement beau, on voyait tellement la simplicité qui est si belle. Et par exemple, il y a certaines phrases que j'ai notées. Par exemple, à un moment, il y a tout un jeu autour du thé et Dex dit « Watching the boiling bubbles dance ». Et je trouve que d'imaginer en effet la danse des bulles de l'eau qui bout, ça rend tout de suite les choses un petit peu magiques, alors que c'est quelque chose tellement ordinaire qu'on fait plusieurs fois par jour. Si vous êtes comme moi et que vous adorez aussi le thé, c'est quelque chose tellement ordinaire, et non d'imaginer ça comme une danse qui se produit devant nos yeux, je sais pas, je trouve ça hyper positif comme façon d'écrire, et Becky Chambers le fait vraiment tout au long du roman, où par exemple pour de l'agriculture, elle dit que c'est de la chemical magic in the soil, genre de la magie chimique, enfin, alors que c'est juste des plantes qui poussent, mais oui, c'est de la magie, c'est beau, c'est incroyable, et donc c'est vraiment ça, et je trouve que se mettre dans un Becky Chambers, c'est encore plus avec celui-là. Se mettre dans un Becky Chambers, c'est comme, vous savez, l'hiver, quand vous vous mettez dans le canapé et que vous mettez le plaid sur vous, et genre s'emmitoufler dans un plaid l'hiver, c'est cette sensation-là. C'est vraiment un roman doudou, un Becky Chambers, et celui-là tout particulièrement. C'est pas un roman où on se sent mal, c'est jamais un roman qui va nous faire souffrir, c'est juste beau, c'est juste agréable, et quand on a envie de quelque chose de positif, franchement, un Becky Chambers, ça passe toujours super bien. Et en plus, il est hyper court, c'est hyper accessible, c'est de la SF, mais c'est hyper accessible, honnêtement, n'importe qui peut lire ce genre de livre, même si vous n'aimez pas trop la SF, c'est une super porte d'entrée vers la science-fiction justement, donc si vous voulez essayer le genre, essayez, en plus il sort bientôt en français. Tout est là, les étoiles s'alignent pour que vous lisiez ce texte. Et même le centre du roman, le cœur même du roman, donc qui est la découverte des robots et des humains, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vécu ensemble, qu'ils se sont pas côtoyés, qu'ils se sont même pas rencontrés. En fait, ça fait tellement longtemps qu'ils savent plus rien les uns des autres, et c'est que des bruits entendus il y a hyper longtemps ou transmis et déformés de génération en génération. Et du coup, toute cette rencontre est pleine de bienveillance, et je trouve que c'est un message qui est important en 2022, c'est la rencontre avec la différence et avec l'autre, et comment faire ça de façon bienveillante. Et il y a une scène qui m'a marquée par rapport à ça, et qui est un moment où Dex dit quelque chose qui n'est pas forcément approprié, et il s'excuse en disant « mince, désolé d'avoir dit ça ». Et le robot lui répond « This is an exchange, remember, these things will happen ».
en disant c'est normal, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, on ne se connaît pas, c'est normal qu'il y ait des fois où on dise des choses inadaptées, des choses qui vont blesser l'autre. Ce qui est important, c'est de dire ok, tu as dit quelque chose qui n'était pas forcément adapté et que l'autre l'accepte et que l'autre dise ah d'accord, je ne savais pas mais je ne le referai plus. C'est ça qui est vraiment important, c'est pas le fait d'être directement parfait parce que c'est pas possible et c'est ça je trouve qui en 2022 est assez agréable à avoir parce que c'est vraiment une façon bien de se découvrir, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se comprendre aussi sans que ça blesse l'un ou l'autre ou alors le moins possible. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, avec Twitter, tout ça, on l'a un petit peu oublié, cette bienveillance et cette façon saine d'apprendre à connaître l'autre et ce qui est différent de nous parce qu'on ne connaît pas ce qui est différent de nous et c'est normal. Et enfin, un dernier petit point positif parce que je trouve que c'est super cool, il y a une représentation parce que le personnage de Dex est non-binaire. Il est caractérisé par le pronom they en anglais, donc je sais pas comment ils vont le traduire, peut-être par Yel. Et c'est jamais un souci, c'est jamais adressé, sauf à un moment où Dex va demander au robot est-ce que t'as un genre? Non, ah ben moi non plus. Voilà, c'est tout. Ils en parlent jamais pendant tout le livre. Donc c'est écrit à la troisième personne, donc c'est tout le livre, c'est they, et puis point, c'est tout. Donc c'est de la bonne représentation qui n'est pas là pour montrer exprès que oh regardez on fait de la représentation des minorités, elle est là, elle est bien et c'est hyper agréable. Mais de toute façon dans Becky Chambers vous trouverez toujours énormément de représentation, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur et ça se voit, franchement elle le fait toujours très bien en plus. Vous savez je m'étais juré de toujours faire une partie point positif, une partie point négatif, même si j'ai aimé, que j'ai pas aimé le livre. Et là, j'ai pas grand chose à dire en point négatif, je sais pas, il est trop court peut-être. Ça peut être un point négatif, hein, il est trop court, j'aurais bien aimé plus. Donc c'est vrai qu'il est vraiment pas long, il doit faire 250-300 pages, même pas. Donc raison de plus pour aller le lire. Raison de plus, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Et peut-être un autre petit point, c'est que j'aurais préféré que le monde soit plus développé, mais c'est parce que je le trouve aussi intéressant. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a gêné ma lecture, mais pour moi personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit plus développé. Et petite citation, enfin pour finir, parce que je la trouve trop belle et ça représente totalement l'œuvre de Becky Chambers et que c'est toujours bien de le rappeler. Dex, donc le personnage principal, qui dit à un moment « Because I know that no matter what, I am wonderful ». Et je pense qu'on devrait tous se le rappeler de temps en temps. Et ce livre était absolument magnifique, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et l'anglais était plutôt accessible, donc je pense que je lui mettrais entre 3 et 4 sur 5. Ensuite, le quatrième livre que j'ai lu, et c'est la grande déception, malheureusement, de cette update lecture, et c'est... Attention, ceci est une petite controverse, il s'agit de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, traduit sous le nom de Les Sirènes de Malibu par Tiphaine Dusselier aux éditions Charleston. Alors tout le monde adore ce livre et moi j'ai juste été hyper déçue. Il faut savoir que je suis amoureuse des livres de Taylor Jenkins Reid que j'ai lus. J'ai pas lu ses premiers textes, j'ai lu à partir de Evelyn Hugo comme beaucoup de gens. J'ai pour projet de lire ses textes antérieurs qui sont plutôt bien mais moins bien que les derniers. J'ai lu Evelyn Hugo et Daisy Jones comme beaucoup d'entre nous. Et je les ai absolument dévorés, c'est magnifique, c'est une gestion des personnages que j'ai rarement vue. C'est une représentation de la célébrité et de l'amour, de l'addiction que j'ai rarement vue aussi. Enfin voilà, c'est vraiment parfait, j'ai rien à dire là-dessus. Et après, on arrive à celui-là où je m'attendais à la même chose. C'est bizarre d'ailleurs que j'ai mis autant de temps par contre à le lire. J'avais vu quelques avis aussi un peu mitigés. Donc j'avais un petit peu peur, mais là je me suis dit c'est l'été. Ça se passe sur la plage, c'est le moment parfait pour le lire. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi je n'ai pas été complètement convaincue. Donc en résumé, on va suivre le personnage de Nina Riva qui est la fille de Mick Riva. Si vous avez lu Evelyn Hugo et Daisy Jones, vous savez peut-être qu'il apparaît dans les autres livres de Daisy Jones, c'est un peu le fil rouge de tous ces livres. Et du coup, on va suivre Nina alors qu'elle organise cette soirée avec ses frères et sœurs et on sait que cette soirée va mal se finir. On sait qu'il va se passer quelque chose à cette soirée, on ne sait pas quoi. Et en parallèle de tout ça, on va voir un petit peu le passé de Nina et de sa famille, et notamment de ses deux parents.
La première partie de ce livre est géniale, c'est du grand Taylor Jenkins Reid. Donc on a une alternance de chapitres entre les chapitres avec Nina et les chapitres avec sa mère surtout. Donc on va suivre deux protagonistes féminines et l'histoire de sa mère. Encore une fois, c'est du grand Taylor Jenkins Reid, elle est ultra bien développée, elle est tellement réaliste, on sent vraiment toutes ses souffrances, toute sa vie, les crasses que lui a fait son mari parce que Nick Riva est un enfoiré fini, je le déteste. Mais bon, on le détestait déjà avant si on a lu les livres précédents de l'autrice. Moi, j'ai vraiment rien à dire sur la première partie. C'est hyper important, il y a tout un discours sur la tromperie, sur les violences conjugales, sur l'addiction, sur l'alcoolisme, sur la parentalité, enfin énormément de thèmes qui sont traités, qui sont très bien faits et qui sont hyper réalistes. J'étais vraiment dans mon élément, c'était parfait. Et après, on arrive sur la deuxième partie du livre et on arrive sur le moment où la fête va commencer, la fin des préparatifs de la fête et le moment où la soirée va commencer. Et là, je trouve que l'autrice s'est un petit peu perdue en chemin. En fait, au lieu de faire, donc comme elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire quelque chose centré sur un personnage, ou deux en l'occurrence dans le début de ce roman, en fait, chaque partie des chapitres, chaque chapitre même, va être découpé sur une personne de la soirée et pas du tout juste sur la famille de Nina. C'est-à-dire qu'on va voir d'autres gens, donc le pecno random du coin qui va arriver comme ça et qui va avoir son chapitre. Et en fait, ça n'a aucun impact, donc elle raconte une situation sociale, ok, et ça ne mène à rien, on n'a pas trop de contexte, on sait pas d'où ça vient, donc en fait, c'est une succession de petites situations dans une soirée, avec un fil plus ou moins conducteur, mais au final, on s'en fiche un peu parce qu'on est distrait par d'autres choses. Enfin, j'ai trouvé la gestion de cette deuxième partie très bizarre, encore plus bizarre parce que c'est pas non plus ce que Taylor Jenkins Reid sait bien faire. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait essayer quelque chose d'autre, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le faire sur tout un roman? Pourquoi le faire juste sur une deuxième partie? Parce qu'on s'attendait plus à quelque chose, en tout cas moi personnellement, je m'attendais plus à quelque chose comme la première partie. Donc voilà, ces petites histoires qui n'ont au final aucune pertinence, je me demandais des fois un petit peu, mais pourquoi est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas inintéressant, c'est pas mal écrit, mais pourquoi? Et en fait, du coup, j'ai passé hyper vite et je lisais un peu en diagonale parce que je me suis rendu compte que ces personnages-là, je m'en fichais en fait. Moi, ce que j'aimais bien, ce que j'avais adoré, c'était l'histoire d'avant, l'histoire des parents de Nina. C'est ça que j'avais adoré et j'avais pas envie de lire sur ces pecnos lambda qu'on croise. C'est pas eux que j'avais envie de suivre et j'avais pas envie d'avoir leur histoire. Et en fait, je m'en fichais de la soirée, quoi. C'est vraiment cette question du pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, pourquoi est-ce que ça a été mis là, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste une première partie peut-être plus développée sur June, sur Nick Riva et ses enfants et comment ils se sont développés, certes. Mais voilà, j'ai des grandes interrogations par rapport à ça. Je sais pas si vous avez aimé parce que énormément de gens ont trouvé que c'était un coup de cœur et je suis un peu perplexe, donc venez me dire ce que vous pensez de mon avis en commentaire, venez discuter avec moi et échanger parce que c'est vrai que j'ai du mal du coup à savoir comment prendre ce roman et comment le gérer un petit peu dans ma tête. Je sais pas si c'est juste mon avis personnel parce que je sais que c'est un truc que j'ai vu dans des reviews assez négatives autre part, donc voilà. Venez en discuter et me dire ce que vous pensez de cet avis. Après voilà, ça reste très bien, c'est du Taylor Jenkins Reid. Un peu déçue parce que j'adore l'autrice et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est très accessible en anglais, donc foncez. Et puis il a été traduit en français, mais pour l'anglais, je lui mets la note de 3 sur 5. Ensuite, j'ai lu The Troubled Girls of Dragomir Academy de Anne Ursu, qui n'a pas été traduit en français. C'est un livre de fantasy middle grade. Et pour vous faire un petit résumé, on va suivre une petite fille qui, alors que des grands sorciers viennent un peu décider si son grand frère va être élu pour devenir à son tour sorcier et un homme très important dans le royaume, elle va un petit peu tout faire foirer parce qu'elle va lancer une chèvre sur le sorcier qui est venu évaluer son frère et donc elle va se retrouver envoyée dans un pensionnat, dans une école qui est une école pour les Troubled Girls, donc les filles un petit peu dérangées entre guillemets. C'est un livre que j'ai trouvé sympa, c'était pas incroyable. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, le personnage de Maria, parce qu'on voit vraiment qu'elle est en désaccord complet avec le monde dans lequel elle vit.
Elle essaye de bien faire, toujours. C'est toujours, elle veut bien faire, elle veut réussir à faire ce qu'on lui dit, mais elle ne comprend pas son univers, elle ne comprend pas son monde, et en fait dès qu'on lui dit il faut faire ça, elle va s'appliquer à le faire, mais dès qu'elle va devoir trouver ce qu'il faut qu'elle fasse elle-même, rien du tout. Elle ne comprend pas le monde dans lequel elle vit, elle ne comprend pas comment agir, comment il convient d'agir, et même quand on lui explique certaines choses, elle ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire ça. Ça, j'ai trouvé ça bien, parce qu'on voit vraiment qu'elle n'apprend pas, parce qu'elle ne peut pas apprendre à faire les choses vu qu'elle ne comprend pas. Et j'ai adoré ce désaccord fondamental entre elle et son monde. Parce que c'est un peu ce qu'on peut ressentir aussi quand on est très différent du monde dans lequel on évolue. Et j'ai trouvé que pour des enfants, c'était bien d'avoir aussi ce regard sur les choses. Et pareil, elle va être très critique, Maria, du discours qu'on va leur servir à ce pensionnat. Et notamment très critique sur le fait que tous les super discours qu'on va leur servir de c'est une véritable chance d'être ici, vous allez avoir des hauts postes parce que vous allez être renommé et tout ça, elle sait très bien que c'est juste un moyen de les mettre dans un moule et de les faire taire en fait, et ce n'est pas du tout un moyen pour les laisser s'exprimer contrairement à ce qui est vendu. Et du coup ça c'est bien mis en avant et on voit vraiment une critique des méthodes qui peuvent encore être utilisées pour faire taire certaines personnes qui ont des avis qui divergent un petit peu de ce qu'on devrait penser en tout cas. Après, pour le reste, à part ces 2 points positifs, j'ai trouvé ça très moyen, très lambda. L'univers est sympathique, mais c'est pas hyper développé. Les antagonistes vraiment sont inintéressants. Il n'y a pas vraiment même d'antagonistes. Enfin, ils arrivent à la toute fin un petit peu pour faire un climax, mais pendant toute l'histoire, ils sortent un petit peu de nulle part à la toute fin pour ce climax. La fin, justement, est résolue en trop peu de temps, c'est beaucoup trop rapide, ça va beaucoup trop vite. Et la grande révélation de fin, c'est peut-être parce que je suis pas le public cible, mais en fait j'avais cru que ce serait la première révélation, c'est-à-dire le premier pivot, le premier retournement de situation, et en fait c'est ce qui arrive à la fin. Du coup j'étais un peu en mode ah tout ça pour ça, mais moi je le savais déjà ça. En fait j'ai cru qu'on allait partir dans une direction totalement différente, et pas du tout. En fait c'était bien ce que je pensais, sauf que c'est arrivé à la toute fin. Voilà. C'était un petit peu bizarre. En plus je suis très nulle pour comprendre ce qui se passe dans les romans. Mais voilà, le livre est très court, il manque 200 pages pour moi pour faire une histoire plus construite, avec un univers qui est plus développé, plus intéressant, plus recherché, et mettre un petit peu de profondeur dans ces antagonistes qui sont très basiques. Et pareil, comme le livre est très court, les autres personnages à part Maria sont très peu développés, même leurs relations entre elles sont peu intéressantes finalement. Enfin voilà, j'ai trouvé le reste très moyen. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, il y avait des bonnes promesses et des bonnes réalisations, mais voilà, j'ai trouvé que la réalisation était pas optimale. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et l'anglais est assez simple quand même, je lui mettrai aussi la note de 3 sur 5. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu est Oh mon Dieu, préparez-vous. C'est un livre que j'ai physiquement. Il s'agit de Les Désenchantés de Marie Vareille aux éditions Charleston. Et je vais commencer directement par un commentaire pour ce livre en format papier, du coup. C'est que, c'est quoi ces pages? La qualité du papier est nulle. C'est incroyable, on voit tout à travers. J'ai jamais vu ça, je pense. On voit vraiment toutes les écritures à travers du livre. C'est insupportable, j'ai vraiment détesté. Du coup, les éditions de Charleston, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tous vos livres sont comme ça? Je ne sais pas, j'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque, je n'ai pas pu comparer. Est-ce que c'est juste à cause du prix du papier qui a augmenté? Je ne sais pas. Expliquez-moi pourquoi vous avez décidé de faire ça, c'est horrible. Je ne sais pas si vous voyez. C'est moche. Mais bref, à part ça, c'était une très bonne découverte, c'était une très bonne lecture. Et je remercie la bibliothèque d'Emilia qui me l'a recommandé. Et j'ai acheté ce livre grâce à une de ses vidéos d'ailleurs. Pour résumer, on va suivre le personnage de Fanny qui est une journaliste alors qu'elle va retourner dans son village natal suite au décès de sa mère et qu'elle va se retrouver à devoir enquêter sur la disparition de Sarah qui était l'ancienne meilleure amie de sa petite sœur. Le pitch comme ça paraît assez basique, assez simple, mais pour moi, cette enquête, cette recherche, c'est vraiment pas du tout le centre du roman. Pour moi, le centre du roman, c'est vraiment l'amitié et c'est vraiment un roman sur les relations
entre notamment des jeunes filles et des jeunes femmes et cette amitié qu'on peut avoir, et notamment si d'autres parmi vous ont des gens qui comptent dans leur vie, avec qui ils sont amis depuis l'enfance, depuis la petite enfance, depuis 3-4 ans. On sait qu'il n'y a aucune amitié qui est comme celle-là, ces amitiés où ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas envoyé un seul message et on se retrouve et c'est comme avant et c'est hyper facile. Et je trouve que ça, il y a ce côté unique de ces amitiés-là qui ne s'effacent jamais. Et c'est vraiment le centre pour moi de ce texte. C'est hyper bien fait, c'est hyper joli la façon dont c'est fait. Et on voit aussi des très belles relations féminines entre des filles ados qui ont des relations entre elles très positives et qui sont loin de se tirer dans les pattes comme ça peut être le cas dans certaines histoires ou même malheureusement. En vrai, c'est vraiment des femmes qui apprennent à se soutenir et qui sont toujours là les unes pour les autres. Et ça fait vraiment plaisir à lire, de voir à quel point elles s'entraident, elles se soutiennent. J'ai trouvé que les relations étaient très belles. Et j'ai trouvé la partie sur le passé très intéressante. Et en fait, le mystère, il est là pour donner un rythme, pour donner une envie de continuer, surtout au début quand on apprend encore à connaître les personnages, parce qu'on a toujours cette envie de savoir ce qui s'est passé, de savoir quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que Sarah va disparaître, pourquoi. Et du coup, le mystère autour de cette disparition, il est vraiment là pour ça, pour donner du rythme. Et je trouve que pour ça, il le fait très bien. L'enchaînement des chapitres se fait très facilement, ça se lit à une vitesse folle. Marie Vareille a fait un très bon travail de gestion du rythme et de gestion de l'enchaînement des événements. Je trouvais que l'alternance passé-présent était pas du tout gênante, au contraire, c'était très bien fait. Ce qui n'est pas toujours évident, des fois c'est vraiment pas fait avec subtilité dans les romans, là je trouvais que ça s'enchaînait très bien. Mais clairement, si vous cherchez un roman d'enquête, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut se tourner, c'est pas du tout le cœur du roman. Et je ne voudrais pas que votre lecture en bâtisse à cause de ça, parce que La plume de Marie Vareille vaut mieux que ça, qu'on se mette dans un livre en attendant du crime, alors que c'est avant tout une histoire de relation. Après, petit bémol sur certains personnages que j'ai trouvé un petit peu clichés, qui tombent un petit peu trop parfois dans des archétypes, notamment dans le présent, notamment le personnage de Lilou que j'ai trouvé très bateau un petit peu, c'est l'ado chiante et conne de base entre guillemets, enfin voilà, j'ai pas trouvé de profondeur. En plus, ce que j'ai trouvé un petit peu gênant, c'est qu'on n'est pas toujours du point de vue de Fanny. Si on avait été toujours du point de vue de Fanny, qui est donc sa belle-mère, on aurait pu entendre que Lilou passe pour l'ado chiante tout le temps, parce que c'est comme ça que Fanny la voit. Sauf que des fois, on est du point de vue de Lilou, et on est même du point de vue d'autres personnages, et donc on doit connaître ses motivations intrinsèques. Si on est de son point de vue, on doit en apprendre plus sur elle, sur son côté totalement subjectif et totalement personnel. Or c'est pas le cas, on comprend pas trop ses motivations, pourquoi elle agit ainsi. On a des bribes de réponses à la fin, mais c'est assez survolé, j'ai trouvé. Pareil pour certains autres personnages qui arrivent et qui sont le centre du roman pour un chapitre, j'ai trouvé ça bizarre, on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. Mais voilà, c'est vraiment en passant, à un moment c'est pourquoi il y a ça là. Ça ne gêne pas du tout la lecture, j'ai trouvé que c'était un très bon roman, j'aime beaucoup La plume de Marie Vareille. Ce qui est certain, c'est que je lirai d'autres romans d'elle et je pense que je viens de trouver un des cadeaux d'anniversaire pour ma mère, donc ça c'est parfait. Et du coup, comme j'ai vraiment beaucoup aimé, je lui mets la note de 4 sur 5. Voilà, c'est tout pour les lectures de mon mois d'août. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur les illustrés de mon mois d'août. C'est surtout des mangas, je vous tease un petit peu, mais il y a du très bon et du moins bon également. Mais globalement, je suis très contente de ce mois de lecture. Très contente d'avoir dépassé cette panne de lecture. Et du coup, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.